On a toujours tendance à dire, refaisons ce qui a marché et c'est facile, on met 300 balles par mois sur un ETF Monde et on attend 15 ou 20 ans et on a la retraite et c'est trop facile. Dans les 5 dernières années, on a connu quand même des croissances complètement folles, notamment avec une ressource en énergie abondante dont on en a énormément profité. Je pense notamment aux énergies fossiles, chose qui aujourd'hui on le sait n'est pas bon pour la planète et a une quantité limitée. Donc est-ce qu'on pourra avoir la même croissance avec des ressources en énergie qui seront moindres ? On va voir dans cet épisode si la fameuse stratégie du DCA sur ETF est une arnaque ou une véritable martingale pour tes investissements en bourse. Avant tout, je vais rappeler très simplement qu'est-ce que c'est le DCA sur ETF. Alors déjà, le DCA, c'est ce qu'on appelle le Dollar Cost Average. Ça veut dire tout simplement d'investir la même somme régulièrement sur le même actif. Tu peux le faire sur des crypto-monnaies, tu peux le faire sur des ETF, sur des actions en bourse, sur toute classe d'actifs. Généralement, plus l'actif est volatile, plus le DCA sera pertinent parce que ça te permet de lisser ton point d'entrée, de réduire la volatilité et surtout de ne pas avoir à timer le marché, c'est-à-dire d'investir bêtement entre guillemets ton épargne tous les mois sans réfléchir. Donc ça, c'est la définition du DCA. Et ensuite, un ETF, alors je l'ai déjà abordé plusieurs fois, mais très rapidement, ça veut dire tout simplement acheter un panier d'actions. Donc en gros, répliquer un indice boursier, ce qui permet d'éviter de choisir ses actions, d'éviter d'étudier les entreprises. Et surtout, ça te permet d'avoir du coup un panier d'actions diversifié à moindre frais et de suivre la performance du marché. Mais voilà, le DCA sur ETF, c'est quelque chose dont tout le monde parle. Tous les créateurs de contenu finance, tous les formateurs en finance, moi y compris, j'en parle régulièrement. Mais c'est quoi la réalité ? Est-ce que c'est vraiment la martingale ou est-ce qu'il y a une arnaque derrière ? Qu'est-ce qui se cache dessous ? Quelles sont les limites à ces stratégies ? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cet épisode. Parce que je vois 2 problèmes liés à ces stratégies. Le premier, c'est le problème qui est le débat entre le DCA vs ce qu'on appelle le lump sum investing. En gros, le fait d'investir tout en une fois ou de fractionner son capital. Évidemment, si on parle d'une épargne mensuelle, par exemple, tu gagnes 2000 € par mois et que tu mets 200 € par mois en bourse, évidemment, tu seras obligé de faire du DCA parce que tu vas investir tous les mois. Mais si tu as une grosse somme d'argent à investir d'un coup, si tu as 50 000 € à placer en bourse, tu vas te poser la question, est-ce que je mets tout en une fois ou est-ce que je fractionne le capital et je le fais en DCA ? Donc ça, c'est pour moi le premier point qu'on va voir dans cet épisode et qu'est-ce qui penche en faveur du DCA ou du lump sum, et on va voir que les études sont assez bluffantes et que ça n'a pas forcément en faveur du DCA. Et le deuxième problème sur est-ce que le DCA sur ETF est une arnaque ou pas, c'est plutôt un aspect philosophique sur le fait que oui, ça a marché pendant les 50-100 dernières années, mais est-ce que ça va continuer à marcher pendant les 50 ou 100 prochaines années ? Donc c'est plus un problème philosophique et de conviction que je vais traiter plutôt dans la deuxième partie de cet épisode. Alors si on parle du premier sujet qui est DCA vs lump sum investing. Donc je rappelle, c'est si tu as un gros capital à placer, peut-être que tu te poses la question, est-ce que je dois tout mettre d'un coup, mais tu te dis peut-être les marchés sont trop hauts par exemple, donc est-ce que c'est pas mieux de fractionner le capital ? Donc ça, c'est le débat lump sum investing vs DCA, dollar cost average. Et ça, je vais te montrer clairement une étude qui va te dire de manière objective et froide qu'est-ce qui marche le mieux historiquement. Tu vois ici, on voit l'évolution de la différence de performance entre le DCA et le lump sum invest sur un portefeuille 60-40. Donc le portefeuille 60-40, je te rappelle, c'est 60% d'actions, 40% d'obligations. Tu as une majorité d'actions et c'est ce qui nous intéresse. Et on voit le graphique, il est dynamique. Alors pour ceux qui sont en podcast, désolé, je vous le décris comme je peux. On voit une courbe en fait qui évolue en fonction du temps d'investissement. Et on voit que plus l'horizon de temps augmente, et plus le lump sum investing fait mieux que le DCA. Et on voit que là, la ligne, ça veut dire DCA outperform lump sum. C'est quand le DCA surperforme la stratégie lump sum. Et on voit que sur du court terme, il y a beaucoup de moments où le DCA est mieux, mais sur le long terme, finalement, il y a très très peu de moments où le DCA fait mieux que le lump sum. Et on voit que les seuls moments où ça fait mieux, c'est uniquement pendant les crises. Et on voit notamment 2020 et 2008 qui apparaissent vraiment comme quoi le DCA est mieux, parce que forcément, si on a investi à la veille de la crise en lump sum, donc tout en une fois, forcément, on a mis beaucoup plus de temps à récupérer son argent, enfin du moins à commencer à en gagner. Donc concrètement, les études sont assez formelles. Dans 60 à 70% des cas, le lump sum investing bat le DCA à plat de couture. Par contre, quand on est sur des plus hauts historiques ou quand on est à la veille d'une crise, le DCA sera mieux, mais ça évidemment, personne ne peut le savoir et on n'en sait rien. Petit aparté sur la définition, la notion de DCA, parce que là, dans cette vidéo, quand je parle de DCA sur ETF, je parle uniquement de DCA sur des ETF indiciels, c'est-à-dire le TF Monde, le S&P 500, le Eurostoxx 600, bref, des indices larges, généralement géographiques, qui vont être diversifiés géographiquement et sectoriellement. Je ne parle pas d'ETF sectoriel ou thématique, où le risque est beaucoup plus élevé, parce que si on va prendre un ETF sur une thématique ou un secteur, on n'est généralement pas diversifié sectoriellement,
temporellement, des fois même pas géographiquement. Et faire du DCA sur ce type d'ETF est selon moi très très risqué et ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo parce que pour moi ça n'a pas le même sens. On peut moyenner à la baisse indéfiniment, comme sur le stock picking d'ailleurs. Faire du DCA sur stock picking sur certaines valeurs peut se révéler complètement inutile parce qu'il suffit qu'on choisisse la mauvaise valeur, on peut moyenner à la baisse indéfiniment, donc c'est beaucoup plus dangereux. Donc bien sûr, je parle uniquement que de DCA sur les ETF indiciels. Donc voilà, du coup on a vu que sur les études, que le lump sum investing battait le DCA dans la majeure partie des cas. Donc à part lorsqu'on investit à la veille d'une crise, on met beaucoup plus de temps à s'en remettre entre guillemets du lump sum que du DCA. Mais attention, c'est pas parce que les études disent que statistiquement et historiquement que le lump sum est mieux qu'il faut foncer de tête baissée et mettre tapis d'un coup sur notamment des ETF, des actions, peu importe, sur une stratégie en bourse. Parce que ça c'est ce que dit la théorie. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier et qui est peut-être le plus important dans l'investissement en bourse, c'est la psychologie humaine. Parce que tu as beau croire les études, tu as beau les comprendre, tu as beau les appréhender avec froideur et objectivité, mais le jour où tu te prends à moins 10, à moins 20, à moins 30% et que c'est la première fois que tu subis la volatilité de la bourse, tu peux être amené à faire des bêtises et du coup à vendre plus bas et du coup perdre tout l'intérêt de l'investissement long terme et du lump sum investing. Donc raison pour laquelle, si tu es vraiment débutant dans la bourse et que c'est tes premiers investissements ou qu'on est sur des marchés historiquement hauts comme en ce moment, moi généralement à mes clients je préconise le DCA parce que même si les études vont à l'encontre de la théorie du DCA, je considère que quand on est sur des plus hauts historiques et surtout quand on est débutant en bourse, mieux vaut fractionner le capital et y aller doucement parce que d'une part, on sera bien content si le marché corrige et parce que ça nous permettra de racheter plus bas, on sera encore plus content s'il y a un crash et même je dis souvent que le DCA permet finalement d'être content tout le temps parce que tu vas investir quels que soient les niveaux de marché, que ce soit haut ou bas. Donc si ça monte, t'es content parce que ça continue de monter et si ça baisse, t'es content parce que tu fais baisser ton PRU, tu fais baisser ton prix moyen d'achat, ce qui te permettra du coup d'avoir un prix d'achat intéressant et de pouvoir performer quand la bourse remontera, si bien sûr elle remonte. Donc grosso modo, le DCA selon moi est l'idéal quand tu es débutant et quand les marchés sont au plus haut et encore plus quand tu es un mix des deux. Et le lump sum investing est idéal si tu as de la bouteille, si tu connais ton profil de risque bien comme il faut, tu as déjà connu des crises et que tu es OK avec la volatilité. Ensuite, concernant le deuxième sujet, qui est est-ce que le DCA sur ETF est une arnaque ou une martingale dans le futur? Parce que vu que ça a marché dans le passé, on a toujours tendance à dire refaisons ce qui a marché et c'est facile, on met 300 balles par mois sur un ETF Monde et on attend 15 ou 20 ans et on a la retraite et c'est trop facile. Ça peut paraître beau comme ça, mais beaucoup le disent et même moi, j'ai pu clairement le sous-entendre parce que ça fait partie des simulations qu'on met en avant avec les intérêts composés, tout ça. Mais il faut aussi penser que dans les 100 dernières années, peut-être que ce sera différent de ce qu'on connaîtra dans les 100 prochaines. Dans les 100 dernières années, on a connu quand même des croissances complètement folles, notamment avec une ressource en énergie abondante dont on en a énormément profité. Je pense notamment aux énergies fossiles, chose qui aujourd'hui on le sait n'est pas bon pour la planète et a une quantité limitée. Donc est-ce qu'on pourra avoir la même croissance avec des ressources en énergie qui seront moindres? Il y a aussi tout le côté tech, IA qui prend de la place et qui nous font penser que est-ce qu'on connaîtra la même croissance que ce qu'on a connu pendant l'ère industrielle? Et aussi il y a beaucoup d'autres méga tendances comme le vieillissement de la population, moins de jeunes actifs, l'évolution démographique, le fait aussi que on fait de moins en moins d'enfants, donc au bout d'un moment il y aura moins de gens sur Terre, donc potentiellement une croissance qui va baisser. Il y a aussi tous les sujets liés à la transition énergétique, enfin bref, il y a beaucoup de défis qui nous attendent qui pourront nous faire penser que ce ne sera plus comme avant et du coup qu'on ne pourra plus avoir les performances historiques que sont de 8 à 10% du marché et surtout qu'un ETF ne permettra pas de suivre ces tendances et que du coup il faudrait choisir les bonnes tendances en faisant du stock picking, donc en choisissant soi-même ses actions. Et c'est là où du coup je continue moi à titre perso de penser que oui, choisir des ETF et notamment via le DCA reste une bonne solution. Pourquoi? Parce que l'ETF, parmi tous les autres avantages que j'ai cités, un des gros avantages de l'ETF, des ETF, donc je parle encore une fois des ETF indiciels, c'est qu'ils ont la fameuse fonction auto-nettoyante. C'est-à-dire que quand une entreprise d'un indice a une très mauvaise performance, elle va sortir de l'indice et elle va être remplacée par les meilleurs. Vous imaginez comme un championnat de foot, un championnat de basket, les derniers de la ligue, ils vont passer dans la division en dessous et les meilleurs de la ligue en dessous, ils vont passer dans la division au-dessus. C'est le même principe avec les ETF. On garde les meilleurs élèves. Donc finalement, vu qu'on garde les meilleurs élèves, on va aussi garder les meilleures tendances parce que dans les années 60-70, on n'avait pas du tout les mêmes secteurs qui étaient plus capitalisés, qui étaient les plus en vogue. Aujourd'hui, c'est les GAFAM, c'est la tech, mais dans 20 ou 30 ans, il y a de grandes chances que ce soit plus les GAFAM qui soient les sociétés les plus capitalisées, qui soient dans le top 10 des plus grosses entreprises du monde. Donc en investissant finalement dans un ETF, on profite de cette sélection naturelle, du choix des meilleurs élèves sans avoir à sélectionner soi-même ces tendances. Donc je reste à titre perso convaincu que choisir des ETF larges nous permettra de suivre
suivre toutes ces tendances et que si tu t'amuses à choisir toi-même les méga tendances, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, tu as le droit de t'amuser, tu as bien sûr le droit d'avoir dans ton allocation en bourse une poche stock picking pour faire des choix et essayer de surperformer le marché. Mais l'avantage de l'ETF, c'est que justement, tu n'as pas à choisir ces méga tendances, tu n'as pas à les deviner. Tu seras forcément exposé à ces méga tendances grâce aux ETF parce que forcément, si elles performent bien, elles vont arriver dans le top des capitalisations et donc tu seras exposé avec ton ETF. Regarde, je vais te montrer quelques graphiques pour imaginer ça. Ça, c'est le MSCI World aujourd'hui. Donc tu vois qu'il y a 69% aujourd'hui qui est aux États-Unis. 69% de cet indice monde, qui je le rappelle représente les 1600 plus grosses boîtes développées du monde, et dans ces 1600 plus grosses boîtes, il y a 70% qui est aux US. Donc tu es énormément exposé aux US. Tu as après le reste grossièrement Japon, Australie et en Europe. Et regarde la différence qu'il y a entre 1900 et 2023. Regarde la répartition géographique d'un ETF monde. Enfin, c'est pas vraiment un ETF monde parce que l'ETF monde n'existait pas en 1900, parce qu'il a été créé dans les années 80. Mais regarde la distribution de la market cap globale, de la capitalisation boursière mondiale dans les années 1900. Maintenant, on l'a vu, il y a 60%. Alors là, ils mettent 60%, mais en réalité, aujourd'hui, c'est plus 70% aux US, parce que là, ils comptent les émergents. C'est pour ça qu'ils met ça. Mais si on pense, avec le MSCI World et les marchés émergents, on voit qu'il y a 60% aux US, mais on voit qu'il y a 100 ans, 120 ans, il n'y avait que 14% aux US. Et la majeure partie était en Europe, notamment en Grande-Bretagne. On voit qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne est passée de 24% à 3,7%. La France est passée de 11,2% à 2,8%. Donc on voit qu'il y a une évolution déjà des tendances en termes géographiques. C'est-à-dire que géographiquement, aujourd'hui, on peut miser tout sur les US. Peut-être que demain, ce sera, je sais pas moi, l'Inde, la Chine, le Japon, la France, le Royaume-Uni, qui sera la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Alors à titre perso, je n'y crois pas trop. Je pense pas que les US vont forcément baisser dans les prochaines années, mais complètement me trompe. On ne sait pas du tout de quoi demain est fait. Donc ça, c'est pour la partie déjà évolution de la capitalisation boursière géographique. Mais le plus intéressant, c'est au niveau sectoriel. Parce que je te disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est clairement exposé aux tech en majorité sur les plus gros indices, mais regarde, ce n'était pas du tout le cas dans les années 1800, c'était la finance qui dominait à 90% la capitalisation boursière. Ça a été ensuite le transport et ensuite, ça s'est plutôt bien diversifié. Il y a un petit peu tout, mais on voit que l'énergie aussi a pris une grosse part et que finalement, aujourd'hui, on voit que c'est bien diversifié, mais qu'il y a quand même la tech et la communication et la santé qui dominent un peu plus le marché. Et on voit encore que ça s'arrête dans les années 2010. Et aujourd'hui, si on avait ça, la répartition sectorielle de l'ETF Monde, je pense que vous la connaissez, mais il y a une majorité de tech et c'est suivi par de la finance. Mais la majorité de l'ETF Monde dans la répartition sectorielle, c'est en majorité de la tech et ensuite de la finance. Et pour moi, dans ce sujet un petit peu philosophique de est-ce que ça va continuer, est-ce que du coup il faut continuer à faire du DCA sur ETF ou au contraire il faut faire du stock picking, parce que c'est un petit peu ça le sujet sous-jacent. Alors on a vu DCA ou lump sum juste avant et après il y a le sujet est-ce qu'il faut continuer à faire de l'ETF ou du stock picking pour justement le changement de paradigme, le 7 fois c'est différent. Alors déjà la phrase de 7 fois c'est différent, c'est quelque chose qui est très dangereux à dire. Ça a été dit et redit à maintes reprises. Quand généralement on dit 7 fois c'est différent, c'est souvent en fait une preuve que au contraire ce n'est pas du tout différent et que les mêmes choses vont se reproduire. C'est que une nouvelle crise va arriver mais que généralement le marché va se relever. Et ensuite entre le sujet de ETF vs stock picking, pour moi c'est le même sujet, parce que si demain il y a un changement de paradigme et une méga tendance que personne n'a vu venir, s'il y a vraiment une baisse de la croissance et que même il y a tout simplement un marché baissier énorme, que tu prennes un ETF ou du stock picking, ce sera pareil. Tes actions en stock picking vont aussi baisser. La majorité des actions en stock picking vont baisser et souvent beaucoup plus fortement qu'avec un ETF. Et ce serait assez prétentieux de croire que tu seras le seul à choisir la seule méga tendance qui fera mieux que tout le marché. Tu peux le faire, tu peux y arriver, mais les chances sont quand même très infimes. Et avec les ETF, tu as beaucoup plus de chances d'être exposé aux méga tendances parce que tu as cette fameuse fonction auto-nettoyante. Voilà, pour conclure cette vidéo et sur ces deux problèmes distincts, donc si on doit résumer entre le DCA vs le lump sum investing, je pense que pour les débutants et quand les marchés sont hauts, le DCA reste une super solution parce que ça te permet de dormir tranquille la nuit et de pouvoir du coup lisser ton point d'entrée sans avoir à essayer de trouver le bon point et sans stresser s'il y a des corrections à court terme. Et sur le deuxième sujet, sur le changement de paradigme, l'évolution des tendances, vieillissement de la population, évolution démographique et est-ce que le DCA sur de ETF va continuer de fonctionner, je pense que si on le compare au stock picking et au timing de marché, je pense que oui, rester sur des ETF sera la meilleure solution parce qu'il y a cette fameuse fonction auto-nettoyante qui va suivre automatiquement les méga tendances et c'est là où tu as le plus de chances d'y être exposé que si tu choisis toi-même tes tendances, parce que tu as plus de chances de te planter que si tu laisses le marché le faire à ta place. Si jamais tu veux commencer à investir en ETF, je t'ai fait une liste des 5 meilleurs ETF qui existent sur le PEA. J'ai fait une version ESG et une version non ESG avec les meilleurs ETF qui existent éligibles, notamment avec les frais les plus bas, les indices suivis les plus importants et aussi les encours les plus importants et aussi les politiques de dividendes les mieux. Donc si tu veux le télécharger, c'est gratuit, c'est dans le lien en description, tu peux voir l'image juste ici. Tu recevras tout de suite cette liste top 5 de mes ETF éligibles au PEA dans ta boîte mail. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te laisse me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette stratégie. Est-ce que toi tu es plutôt DCA ou lump sum? Est-ce que tu es plutôt stock picking ou ETF? Dis-moi tout en commentaire, dis-moi
dis-moi ce que tu penses aussi des changements de paradigme, de l'évolution des moitiés. Dis-moi ce que tu penses philosophiquement de l'évolution du monde. Est-ce que, selon toi, le DCA sur ETF est toujours la martingale dans le futur ou au contraire, est-ce que c'est un piège et une arnaque? Donc je te laisse me dire tout ça en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.